Allez, on se retrouve pour Clic à la maison. C'est parti, un grand plaisir de vous retrouver. C'est à nouveau moi qui m'occupe de ce live ce soir. Vous retrouverez Mouloud très bientôt. Il va très bien, rassurez-vous, il va plus que bien. Je l'ai même eu au téléphone tout à l'heure pour tout vous dire. On a pas mal papoté. Il y a de chouettes choses qui sont en train de se préparer. Et vous serez très bientôt au courant. Mais donc rassurez-vous, hein, si Mouloud n'est pas là ce soir, c'est parce que il est en train de nous préparer de chouettes choses. C'est moi qui s'occupe de ce clic à la maison. Donc, on ouvre ensemble sur un morceau de Bumblefoot, Ron Tal que vous connaissez peut-être pas, qui est un des guitaristes et des musiciens de rock les plus inventifs de ces dernières années, qui a été notamment guitariste pour Guns N' Roses pendant un temps, et qui vient de sortir un titre pour le confinement mondial, Planetary Lockdown, ça s'appelle. C'est un chouette titre du métal instrumental. Si ça vous botte, je vous propose d'aller écouter. Et n'hésitez pas également à écouter ces deux albums Normal et Abnormal, qui sont, je pense, ça fait partie de ce que le métal et le métal progressif a fait de plus chouette ces dernières années. Voilà, aujourd'hui, chers amis, un live incroyable, puisque nous avons deux invités. On commencera dans un instant avec Mesmer, l'hypnotiseur. J'ai plein de questions à lui poser. Avec lui, on va papoter d'hypnose, et notamment on se demandera si y a un rapport entre l'hypnose et la communication. Vous savez, lui, il est évidemment, c'est l'un des hypnotiseurs des hypnotistes les plus célèbres et les plus talentueux du monde, hein, je pense, en tout cas au minimum de la sphère francophone. Et moi, je m'intéresse un petit peu à la communication, à la rhétorique, et on verra si on peut faire des ponts entre les deux. Et puis, dans un deuxième temps, on aura un deuxième invité, et ce sera un grand plaisir. On recevra Samuel Hayat, qui est chercheur CNRS en sciences politiques, en sociologie historique. Il a notamment beaucoup travaillé sur les questions de représentation et de théorie politique, de théorie de la démocratie. Il vient de publier un petit livre qui s'appelle Démocratie, et on posera notamment avec lui la question suivante: c'est quoi une démocratie? Sommes-nous en démocratie? Ça devrait être une chouette interview. Et puis, évidemment, au passage, Shahid, salut Shahid, au passage, si une partie des zigotos de Click sont dans le coin, eh ben on ira papoter, évidemment, avec grand plaisir. Voilà pour le programme de ce soir. Dans un instant, on prend Mesmer, l'hypnotiseur. Alors, juste avant de le prendre sur ce live, en guise d'introduction, quand on parle d'hypnose, il y a toujours une question, hein, et d'ailleurs, vous avez été une partie à m'envoyer ça par message privé dans la journée, c'est de savoir... Ah tiens, je vois que Samuel Hayat est sur le chat. Salut Samuel. Donc la question quand on parle d'hypnose, c'est toujours de savoir est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Alors, chacun est libre de croire exactement ce qu'il veut, hein, donc là-dessus, pas de souci. Mais pour répondre à cette question, on peut la poser sur le plan de la croyance, demandant est-ce qu'il faut y croire, est-ce qu'il faut pas y croire, ou alors on peut la poser sur le plan de la science. Et moi, je me suis un peu intéressé à la question de l'hypnose. Il y a pas mal de publications scientifiques, hein, figurez-vous, sur la question, notamment un grand livre qui a été publié aux éditions de l'université d'Oxford, qui s'appelle le Oxford Handbook of Hypnosis, qui a été publié en 2008. Alors l'université d'Oxford, qui est une des universités les plus prestigieuses du monde, hein, pour ceux qui en ont entendu parler, en Angleterre. Donc vous imaginez bien que quand ils publient comme ça des gros livres de synthèse, ils font pas n'importe quoi. Donc il y a un livre, un gros livre qui fait le bilan sur la recherche en hypnose, qui a été publié il y a 10 ans. Donc la science a tranché. Il existe quelque chose qui s'appelle hypnose. Et qui permet de provoquer des phénomènes étonnants. Voilà. Là-dessus, il y a un consensus aujourd'hui. Là où il n'y a pas de consensus, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un état du cerveau? Si c'est un état du cerveau, quel état? Est-ce que c'est un fonctionnement normal du cerveau qu'on arrive à stimuler par la communication? Sur toutes ces questions-là, là pour le coup, il y a des débats. Mais sur le fait que l'hypnose existe, pour le coup, c'est une question qui est en train d'être tranchée. Et aujourd'hui, l'hypnose est enseignée dans une bonne partie des universités de médecine du monde. Elle est utilisée tous les jours par des médecins anesthésistes dans leurs opérations, pour opérer en mettant moins de produits, voire même dans certains cas, assez rares, mais dans certains cas, opérer sans mettre de produits anesthésiants du tout.
Donc, ben ça existe, quoi. Et comme ça existe, et que ça a l'air quand même de toucher un peu à l'influence par la parole, et ben moi ça m'intéresse. Et comme je m'y intéresse, eh bien, j'ai décidé d'en parler avec l'un de ceux en tout cas, qui maîtrise clairement cette question le mieux. On appelle tout de suite Mesmer, qui va nous rejoindre sur ce live. Salut Mesmer! Comment ça va? Ben écoute, ça va très bien. Quel plaisir de t'avoir dans Clic à la maison. Comment Ben, vas-tu? merci. Merci, ça va très bien. Et t'as une belle prémisse, hein? Beau début d'émission en disant croyance, science. Je suis confronté à ça depuis que je suis tout jeune, hein, depuis que j'ai 7 ans que je pratique l'hypnose. Et à chaque jour, les gens viennent me voir en disant j'y crois pas, ou ceux qui y croient, ceux Ouais. qui l'ont vécu. Alors, il y a toujours ce débat-là qui existe et je pense qu'il va exister pendant encore plusieurs centaines d'années. Parce que tant qu'on l'a pas vécu nous-mêmes, on peut douter, mais les preuves sont là, hein, ça marche, c'est vraiment vrai. Et ce que je fais sur scène, ben, c'est réel, hein, c'est des gens du public qui décident de monter sur scène. Et je réponds souvent à ça. Je dis aux gens, écoutez, si j'avais organisé tout ça là, toute ma vie, là, imaginez le nombre de personnes que j'aurais dû payer qui pourraient me faire du chantage aujourd'hui. Tous les acteurs, les artistes avec qui j'ai travaillé pourraient me dire, écoute, Messner, si tu me donnes pas 100 000 balles, moi je balance tout dans les médias. Ils pourraient me tenir comme ça. Non, alors c'est impossible d'avoir organisé tout ça. Là. Toi, Mesmer, tu as fait beaucoup de shows. Moi, j'ai été te voir hein, en France, au théâtre Ouais, Bobino, il y a quelques années. ouais. Est-ce que tu sais à peu près, en tout, combien de personnes t'as hypnotisé sur scène déjà? On a fait un estimatif, là, mais au total, en moyenne, ben, comme je vous dis, c'est un chiffre qui est comme un peu calculé avec la moyenne de personnes hypnotisées par show et tout ça depuis le nombre d'années que je fais. Alors, on est autour de Bien sûr. 175 000 personnes qui auraient vécu l'expérience sur scène avec moi. Ça, c'est sans compter ceux qui le vivent dans les salles de spectacle quand je fais le numéro final où j'hypnotise toute la salle et là, on se retrouve avec 300, 400, 500 personnes qui vivent l'hypnose à chaque soir. Eux-là sont pas comptabilisés. Mais moi, je parle des gens qui sont montés sur scène et qui vivent l'expérience avec moi sur scène. On estime autour de 175 000 personnes qui auraient vécu l'expérience. Alors, c'est pour ça que le show cartonne, c'est parce que ceux qui le vivent en parlent et la famille de ces personnes-là en parle aussi parce qu'ils disent, écoute, c'est vrai, j'ai vu Monique qui montait sur scène, j'ai vu Jean-Louis qui faisait des trucs sur scène, alors oui, j'y crois. Alors, ces gens-là reviennent voir le show avec des amis, puis ils se disent, écoute, Hmm. essaie-le, tu vas être convaincu. Et mais le show est drôle en passant, alors aussi, ça, c'est un bon succès pour ça. C'est vrai que en fait, le problème de l'hypnose, moi, pour m'être intéressé un peu à la question, c'est que ça marche presque trop bien. C'est-à-dire que ça marche tellement bien qu'il y a parfois on se dit non mais ça c'est pas possible. Ouais. Et pourtant, tu le dis très bien. C'est-à-dire que la meilleure réponse, c'est vrai que quand on voit ça à la télévision, on peut comprendre que les gens doutent parce qu'Ah à la oui, télévision, on sait on peut faire un peu n'importe quoi. Enfin bon, mais ouais. c'est vrai que la réponse que tu fais, c'est la meilleure. C'est-à-dire que des centaines enfin plus d'une centaine de milliers de personnes hypnotisées sur scène en 30 ans de carrière, si c'était faux, quelqu'un aurait parlé, quelqu'un l'aurait dit. Exactement. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que ben, soir après soir, on a la chance, parce que si c'était seulement que le show de la télé, tu peux douter. Mais quand je fais des shows en tournée où le public a la chance de vivre l'expérience sur scène, alors là, ça donne une crédibilité incroyable à tout ce qui se passe parce que les gens le vivent réellement. Euh, alors, il y a une cinquantaine de personnes par soir qui ont la chance d'être sur scène et qui le vivent. Et ça me donne pour moi un bouche-à-oreille très, très fort. Et c'est ce qui fait que ça continue d'avancer. Puis que tant qu'il va y avoir des sceptiques, honnêtement, je vais être là. Parce que c'est comme la magie, hein. Quand tu connais la technique ou le tour de magie, c'est moins intéressant. Mais quand tu fais de l'hypnose de spectacle, il n'y a pas de tour de magie. C'est vraiment du live et c'est réel. Et moi, je dois jongler avec tout ce qui se passe sur scène. C'est ce qui fait que le show cartonne et que moi-même, je suis surpris. C'est la surprise qui fait rire les gens. Et moi, je suis surpris soir après soir avec la puissance du subconscient des gens qui vivent l'expérience sur scène. L'imaginaire qu'on va retrouver dans un état d'hypnose, c'est très poussé. Et moi, ça me surprend soir après soir de toujours un ou deux ou trois candidats sur scène, volontaires sur scène qui me surprennent. Et c'est ce qui fait que, malgré toutes ces années, je ris encore moi-même soir après soir de tout ce qui se passe sur scène. Hmm. Il y a beaucoup de questions déjà que les gens posent. Il y a une question qui revient beaucoup, c'est il faut être réceptif. Et ça, tu le dis, tu fais des tests de réceptivité, tu dis il y a des bons sujets et des moins bons sujets. Est-ce Ouais. que tu sais ce qui fait que avec certains ça marche bien, avec d'autres ça marche moins bien?
C'est le temps. Le temps va varier d'une personne à l'autre. Il faut trouver la bonne technique pour la personne qui est là devant moi. Et dans un show où on a 3, 4 ou 5 000 personnes, j'y vais de façon générale avec les techniques que j'ai inventées avec les années, une recette, on pourrait dire gagnante, que je me dis, bon, ben, si je fais ça, je vais aller chercher au moins 10 à 15 des gens réceptifs rapidement, à l'hypnose rapide plutôt. Parce que l'hypnose flash, on appelle ça comme ça, l'hypnose où ils vont tomber en 2 secondes, c'est pas tout le monde qui est sensible à ce genre d'hypnose-là. Alors, j'ai développé des techniques pour trouver dans une foule ces personnes qui sont réceptives rapidement à l'hypnose flash. Et une fois que je les ai trouvés, mais je travaille avec eux. Mais dans le spectacle, je fais 2 ou 3 tests différents. Un au début de la première partie. Après l'entracte, je fais un second test. Et à la toute fin du show, je fais un test avec tout le monde en même temps assis à leur place. Et c'est ce qui fait que je vais aller chercher 3 groupes de personnes différents pendant la soirée. Et plus la soirée avance, plus les gens s'ouvrent à ça. La confiance s'installe. Ils s'aperçoivent que ce que je fais sur scène, bon, on s'amuse, on est là pour avoir du plaisir, on découvre des sens, par exemple, avec l'hypersensoriel. Alors, les gens font baisser les barrières graduellement. Et après l'entracte, il y en a beaucoup plus de réceptifs parce qu'il y a comme une chimie, une complicité qui se crée. Et à la toute fin du show, mais là, je vois qu'on a 500-600 personnes réceptives. On se connecte comme ça. On crée cette connexion de vouloir Il y a des gens, il y a des gens là dans le chat qui demandent, les gens, ceux qui sont réceptifs à l'hypnose rapide, est-ce que c'est des faibles d'esprit ou des personnes influençables? Tu dirais ça ou pas? Non, pas du tout. Ben, non, pas du tout, parce que quand je dis hypnose rapide, c'est qu'on crée une connexion. En tout cas, dans ma façon, dans mes techniques à moi, je crée une connexion avec cette personne-là. D'ailleurs, la science a prouvé qu'on peut se connecter en tant qu'être humain. Il y a une connexion qui s'établit avec les casques à IRM et tout ça. On a pu voir que cette connexion est là. Je vulgarise beaucoup en disant c'est comme un Bluetooth. Si nous sommes sur la même fréquence, hop, on se connecte et là, le cerveau peut interagir facilement avec l'autre. Il y a ça. Il y a aussi cette capacité chez la personne qui vit l'hypnose rapide, une capacité de pouvoir faire abstraction de tout rapidement. Alors, c'est souvent des personnes qui vont avoir une force d'esprit justement pour arriver dans une situation quelconque, de pouvoir s'en sortir comme ça, sur un claquement de doigts, dire, OK, moi, je change d'attitude, il y a quelque chose qui me plaît pas, maintenant, je vois ça de façon différente et je suis heureux dans cette situation-là. Alors, c'est une force. Moi, je pense que c'est une force en soi de pouvoir être capable de travailler sur notre subconscient rapidement comme ça. Il y a une image que tu emploies souvent, que moi je t'ai entendu souvent employer. Tu parles de ton magnétisme. Tu dis, je cherche des gens qui sont sensibles à mon magnétisme. Ouais. Et moi, c'est un mot qui m'a toujours intrigué. Je me demandais, quand tu dis ça, est-ce que il faut le prendre au sens littéral? Est-ce qu'il y a une forme d'énergie? Ou est-ce que c'est plus métaphorique? Est-ce que c'est une manière de communiquer? Je pense que c'est un peu des deux, parce que le mot magnétisme, les gens sont habitués à ça. Depuis 1740, où Franz Anton Mesmer avait étudié le phénomène, il avait donné le nom de magnétisme animal à l'époque. Alors, c'est resté dans l'inconscient collectif de tout le monde. Alors, quand je dis magnétisme, ou quand je dis aux gens dormez, c'est une image, parce que ils ne dorment pas. Les gens ne dorment pas, en fait. Non, ils sont dans un état de conscience modifié. Mais pour une image mentale, pour que les gens comprennent bien ce que j'attends d'eux, il faut vraiment le dire. Bon, avec le temps, le discours va changer et tout ça. Mais magnétisme aussi, on cherche des mots pour pouvoir exprimer ce que c'est, parce que on parlait de connectivité entre deux personnes, et moi j'ai vulgarisé en disant Bluetooth, mais on va trouver un bon mot éventuellement qui va dire, OK, le magnétisme qu'on parlait à l'époque, c'est maintenant le Bluetooth 3.0. Je dis n'importe quoi, des conneries, mais on va essayer de trouver quelque chose qui va l'exprimer. Mais je crois que nous émanons cette forme d'énergie, et je crois qu'on est tous en mesure de la recevoir aussi des autres. Alors, cette interaction entre l'être humain est là. Avec les outils qu'on a aujourd'hui, on commence à comprendre un peu mieux comment ça se véhicule, cette énergie d'une personne à l'autre. Et écoute, et moi sur scène, je le vois soir après soir. Écoute, c'est tellement puissant qu'on parle de télépathie. À l'époque, on parlait de télépathie, tout ça, on en parle encore aujourd'hui. Mais de le prouver, c'est difficile. Mais moi, sur scène, quand cette personne est sous hypnose, plusieurs personnes sous hypnose, et que je commence à penser à un numéro, par exemple, OK, lui, je vais lui faire ça. Écoute, ça arrive des fois que la personne commence à le faire avant même que je l'ai verbalisé ou que j'ai montré une suggestion de façon directe quelconque. J'y pense et ça se fait. Alors ça me surprend chaque soir. Je me dis, écoute, il y a encore des zones inexplorées qu'on n'a pas appris à comprendre et à contrôler au maximum. Mais moi, je travaille là-dedans soir après soir. C'est un laboratoire pour moi. Alors, j'ai la chance de pouvoir essayer des trucs et d'essayer toutes sortes de choses et ça m'aide à comprendre un peu mieux moi aussi comment ça évolue.
Hmm. Il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises, parce que je pense que les gens, en fait, quand on parle d'hypnose, sont à la fois fascinés et en même temps un peu inquiets. Et il y a plusieurs personnes qui ont demandé, est-ce que sur scène, tu as déjà eu des gens qui ont mal réagi? Est-ce qu'il y a déjà eu des soucis dans tes shows? Oui, ça a déjà eu des soucis. C'est pour ça qu'on fait les recommandations nécessaires avant le spectacle. Alors, les gens qui prennent des antidépresseurs, des médicaments puissants, des médicaments qui créent l'endormissement, là, par exemple, ou qui sont des gens en dépression, ou qui ont des problèmes physiques, ou des femmes enceintes. Pour les problèmes physiques, mais c'est évident, c'est que sur scène, je les fais bouger, je les fais danser. Alors, je voudrais pas qu'une femme enceinte tombe et que crée un malaise ou ça soit dangereux pour le bébé. Mais pour les médicaments, tout ça, c'est pour éviter que la personne rentre dans un état second trop profond. Parce qu'un médicament qui crée déjà l'endormissement et que moi, je mets une louche en disant vous dormez, vous êtes dans un état second. Quand je vais arriver pour la réveiller, cette personne-là, le médicament la stabilise et l'empêche de remonter rapidement vers la conscience. Et là, je dois justement travailler ou me servir de mes techniques pour l'aider à remonter vers la conscience par elle-même. Parce que l'hypnose en soi, là, tu ne peux pas rester accroché à l'hypnose, tu ne peux pas rester dans cet état-là à vie. Hein. Même si j'hypnotise 50 personnes et que j'y vais au maximum, là, si je décède sur scène, okay? Les gens vont tous se réveiller. Hein. Ils vont s'éveiller dans les 5, 10, 15 prochaines minutes. Ils vont comprendre que la stimulation hypnotique n'est plus là. Ils vont comprendre qu'il se passe quelque chose. Ils vont remonter au conscient. Ou si vous avez vraiment besoin de dormir, vous allez dormir une nuit complète et vous allez vous éveiller de façon naturelle parce que le sommeil hypnotique se transforme en sommeil naturel et la personne s'éveille toujours. Alors, c'est des gens qui réagissent mal sur scène, ce n'est pas dû à l'hypnose, c'est dû à ce qu'ils vivent dans leur vie en général, des dépressions, des séparations, il y en a qui vivent mal. Alors sur scène, quand ils hypnotisent, toutes les barrières qui se montrent, eux, dans la société, ah non, il ne faut pas que je montre que je suis faible parce que je me suis séparé, je ne vais pas monter mes émotions, mais sous hypnose, ça tombe tout ça. Et là, on peut voir des gens qui repensent à leur séparation, par exemple un décès de quelqu'un, et là, les émotions remontent. Mais c'est pas l'hypnose qui est problématique. Par contre, ça m'est déjà arrivé d'aider une personne qui vivait des émotions sur scène tellement fortes qu'elle ne savait pas qu'elle était atteinte de psychose, par exemple, et on l'a aidé, on l'a référé à des bons endroits, et ils se sont aperçus que cette personne-là était en dépression, qu'elle faisait des psychoses sans même le savoir. Alors, l'hypnose peut être un élément déclencheur qui démontre et qui nous donne un indice que cette personne pourrait être soignée par la suite par un professionnel de la santé. C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis là. Moi, j'en avais parlé avec une psychiatre et quand on parlait d'hypnose, elle m'avait dit, mais en fait, on parle souvent du conscient et de l'inconscient. Mais elle me disait, entre les deux, il y a quelque chose qu'on appelle le préconscient. Et le préconscient, c'est tout ce dont tu viens de parler, c'est ce réservoir d'émotions qu'on a, mais qu'on veut pas ressentir, donc qu'on refoule. Ouais. C'est ces choses qu'on sait, mais qu'on n'a pas envie, auxquelles on n'a pas envie de se confronter, donc on les refoule aussi. Et ça, c'est pas vraiment dans notre inconscient, mais on veut pas non plus que ça émerge au conscient. Et donc, elle appelait ça le préconscient. Et elle me disait, l'utilité de l'hypnose, en tout cas pour un psychiatre ou un psychologue, c'est justement d'affaiblir la barrière entre le conscient et le préconscient et de faire remonter tout ça. Et c'est vrai que on imagine bien que si ça t'arrive sur scène, ça peut donner des réactions qui sont impressionnantes, mais c'est pas du fait de l'hypnose, du coup, c'est ce que tu dis. Ouais, c'est ça. C'est pas le fait à l'hypnose, c'est que c'est de faire en sorte que la personne se sent libérée d'elle-même. Elle a peut-être une envie folle d'en parler, mais elle ne sait pas comment faire. Alors, inconsciemment, en état d'hypnose, elle se donne la permission, ou elle pense que moi, je lui donne la permission de pouvoir se lâcher comme ça et de vivre ces émotions-là. Alors, c'est quand même, c'est du cas par cas. Hein. On peut pas faire de diagnostic pour tout le monde, mais c'est du cas par cas. Il y en a pour qui ils vont se sentir tellement bien que là, maintenant, ils vont tout lâcher. J'ai eu sur scène un mec qui a vraiment avoué devant tout le public qu'il était gay. Un soir, il a fait son coming out sur scène à l'Olympia de Paris. Je m'en souviens très bien. Mais il n'avait jamais parlé de ça à sa famille, ses amis, rien. Mais sur scène, il avait avoué. Comme ça, dans un numéro où il devait faire mettre de la crème ou de l'huile à bronzage sur le dos d'une personne et que sa nana arrivait et tout ça. Ben non, moi, j'ai pas de nana. C'est un mec que j'ai. Il avait annoncé à tout le monde, là. Et il m'avait remercié par la suite. Il m'a dit, écoute, grâce à ça, grâce à l'hypnose, ça m'a permis de trouver le bon moment pour le dire. Alors, lui, il s'est servi de ça pour pouvoir s'en libérer. C'est comme si je lui donnais la permission de dire ce qu'il avait envie de dire. Alors, oui, c'est quand même bien tout ça. Il y a une question que je me suis posée moi en allant te voir, c'est on voit bien que les gens qui ressortent de scène, moi j'avais été parler à un ou deux après, et alors d'un côté ils étaient plutôt contents, ils avaient vraiment vécu une expérience qui les avait vraiment interloqués, ils sortaient de là à moitié émerveillés, à moitié intéressés. Mais il y en a une partie qui sortait, ils étaient un peu dans les vapes, quoi. Ils étaient un peu dans les choux.
Ouais, Et comme quand on se réveille d'une grosse sieste, quoi. ouais. Et je me disais, alors là en l'occurrence c'était à Paris, donc les gens viennent plutôt en transport. T'as jamais eu peur que par exemple quelqu'un sorte de ta scène, soit encore un peu dans les choux et prenne sa voiture derrière? Notre instinct, notre cerveau, notre inconscient nous protège de nous-mêmes et de l'environnement. Alors, même si vous sortez du spectacle avec un peu cet effet d'engourdissement, et ça, c'est pas pour tout le monde, c'est Mhm. chez certaines personnes, par exemple, qui ont besoin de dormir, qui aiment dormir ou qui font de l'insomnie depuis des jours et même des mois, qui, là, eux, trouvent enfin cette zone dans le cerveau où ils se sentent bien, et le cerveau, quand tu remontes au conscient, leur dit, non, non, reste là, je suis bien. Parce que dans un état d'hypnose, on récupère environ, là, en moyenne, 3 heures de sommeil avec un 15 minutes d'hypnose. Alors, quand cette personne qui souffre d'insomnie vit l'hypnose et tente de remonter à la conscience, son subconscient lui dit, non, reste là, t'es bien, tu récupères du sommeil. Alors, après le spectacle, ils peuvent se sentir un peu comme ça, mais s'il y avait un danger quelconque, l'adrénaline va reprendre le dessus, ils vont remonter Mhm. à la conscience, ils vont se protéger de tout ce qui Mhm. pourrait arriver autour. Honnêtement, une chance que c'est comme ça. Hein. Mais ça m'est arrivé dans des rares cas où des gens, après le spectacle, restent endormis Mhm. dans la salle. Et bon, ça crée un show aussi en même temps parce que tout le monde dit, hey, lui, il dort encore et ils sont mis à deux pour le réveiller. Là, hein. Mais ça dit en passant, ceux qui ont vu ça, là, ils se réveillent tous. Ça prend des fois 5 minutes, 10 minutes. Après, on parle avec eux, puis on s'aperçoit que ces gens-là avaient des difficultés dans la vie, qu'il y avait des carences au niveau affectif ou les médications ou de l'alcool ou drogue. Alors, quand on parle avec eux, ben, on s'aperçoit que c'est pas l'hypnose, hein, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour qui les empêche de remonter rapidement vers Mhm. la conscience. Mais en sortant du show, là, quand ils arrivent dehors, ils prennent une bonne bouffée d'air et je vous le dis, tout redevient normal. Et les gens leur parlent et tout va bien par la suite. Alors Mesmer, moi il y a une question qui me passionne, moi c'est la question de la communication, notamment dans la pub Oui. et dans la politique. Et toi tu travailles sur l'hypnose et c'est une question que je me suis déjà posée et qu'on m'a beaucoup posée. Est-ce que la publicité peut nous hypnotiser? Est-ce que les hommes politiques peuvent nous hypnotiser? Est-ce que ça a un sens est-ce qu'on peut faire le lien entre les techniques hypnotiques et les techniques politiques ou les techniques du marketing? Ben, l'hypnotisme de spectacle, c'est sûr que c'est différent de l'hypnose, on pourrait dire politique ou marketing et tout ça. Mais oui, tout bon vendeur a suivi une formation de vente. Comment réussir à amener ton client à dire oui? Comment le faire un système d'entonnoir qui fait en sorte qu'au final, il se rend compte de dire non, le Mm. mec, là, parce que d'après les questions que tu lui poses, au final, tu le fais décider, tu l'emmènes à décider vers où tu veux aller. Ça, c'est des techniques, on pourrait dire, d'influence, pas d'hypnose. La Mm. PNL, la Mm. programmation neurolinguistique, la façon de bouger, la façon de parler, la façon d'agir en public ou pour un homme politique, c'est quand même très important. Et je pense que la plupart d'entre eux ont eu des cours là-dessus pour savoir comment parler, comment regarder, appuyer de son mouvement par le geste dans la parole que tu fais. Alors, ton corps parle. Les gens, éventuellement, n'écoutent plus le discours politique. Alors, un discours politique, après quelques minutes, les gens, bon, l'esprit est parti ailleurs. Mais par contre, ton geste reste. Et en ayant ton geste qui est là avec le discours politique, ben, certains mots vont rentrer au moment où ils ont besoin de le faire rentrer. Et c'est ce qui fait que ça va être un bon narrateur, que les gens vont retenir l'information que l'homme politique essaie d'envoyer. Et un bon homme politique va être capable de faire ça, d'appuyer par les gestes la parole pour que le subconscient comprenne très bien. Moi, il y a en fait ce que tu décris, ça fait écho à quelque chose sur lequel moi je travaille aussi en rhétorique. Hein, c'est ce qu'on appelle la prosodie, notamment. La prosodie, c'est la musique de la voix quand on parle, et c'est vrai que Ouais. c'est très important quand on fait des discours. Et toi, c'est vrai que c'est ce que je disais en t'introduisant, mais pour moi, au-delà de la technique, je trouve que tu es un hypnotiste extrêmement élégant, et notamment dans ta manière de parler, de t'exprimer, notamment dans la musique de ta voix. Ben, Tu l'as justement, travaillé, ça? ben oui, tu parles de musique, hein. Il faut avoir du rythme. Tout bon comédien sur scène, humoriste, le savent. Si tu veux capter ton public, sans chanter, il faut que tu chantes. Alors, la façon que tu parles, c'est un chant, c'est rythmé, c'est punché au bon moment. Et la suggestion hypnotique, c'est la même chose. C'est la façon de parler, le punch est là. Et je regarde des jeunes hypnotiseurs qui commencent aujourd'hui. C'est un conseil que je pourrais leur donner. Apprenez à chanter dans votre tête quand vous parlez. C'est un rythme qui est là. Et il y en a qui mettent trop de mots dans une suggestion. Le subconscient perd les mots. Ils ne comprennent plus vers où vous voulez aller. Alors, il faut savoir
synthétiser tout ça, mettre ça au plus simple possible dans les mots où la personne est capable de te comprendre. Et ça, c'est dans les livres que j'ai depuis les années 1800 quelque chose que mon grand-père avait, là. Il faut, si tu veux hypnotiser un enfant, il faut que tu saches parler à l'enfant. Si tu veux hypnotiser un homme, un médecin, il faut que tu emploies des termes un peu plus scientifiques qui vont le stimuler, qui vont l'accrocher, qui va reconnaître. Alors, il faut savoir parler de la façon. Ben, faut que tu parles de la même façon que la personne avec qui tu t'adresses. Alors, si tu t'adresses à quelqu'un ben, il faut que tu t'adresses et il faut que tu parles de la même façon que lui. Tu sais. Mais c'est très intéressant parce que c'est là qu'on voit vraiment le parallèle qu'il y a entre l'hypnose et puis la rhétorique, la communication. Parce qu'en fait, là, les conseils que tu donnes, moi, c'est moi aussi les conseils que je donne à mes étudiants en rhétorique où je leur dis il faut adapter sa manière de parler, les images, le niveau de langue aux gens qu'on a en face de soi. C'est vraiment la règle numéro 1. C'est la règle numéro 1 et moi, je m'en sers sur scène, mais 4, 5 ou 5 000 personnes dans mes spectacles. Alors, c'est sûr que j'y vais de façon générale. Et moi, ben, dans cette façon générale, mais je pense que j'ai un discours que tout le monde peut reconnaître. Ça arrive dans des endroits où je dois m'adapter, changer un peu mon discours, changer peut-être. Et ça, c'est du cas par cas, c'est du soir par soir. Hein, parce que quand j'arrive dans une salle, avant le spectacle, je scrute, je regarde le public et je vois comment ils agissent. Et dès que j'arrive sur scène, dans mon ouverture, dans mon laïus d'intro, je le sens si je dois accélérer le rythme, si je dois le ralentir ou si je dois justement couper tout ça, recommencer avec autre chose pour aller les chercher. Parce que des soirs, le public sont vraiment déjà endormis avant que le show commence. Il y a des soirs qui sont déjà en feu, qui veulent participer, puis il y a des soirs qui sont là, on est dimanche après-midi, et t'as la grand-maman qui est là avec le petit, qui dit, garde, on va aller voir le magicien. Mais je suis pas un magicien, je suis un hypnotiseur. Mais ils savent pas vraiment qui ils viennent voir, mais on le met à la télé, on va aller voir c'est qui ça, Mesmer. Alors, ils découvrent le spectacle. Mais je dois m'adapter à ce genre de public-là, à ce nouveau public. Et j'ai dû faire ça quand je suis arrivé en France. J'ai dû m'adapter au public français. Très cartésien, très sceptique. Bon, ils ont tout vu. Ils ont vu du théâtre, ils ont vu de la chanson, des humoristes un peu blasés. Bon, ben, qu'est-ce que c'est que ce Mesmer? Ben, disons que ça a été pour moi un exercice assez, on pourrait dire, éducatif. Dans ma technique, la façon dont je parle, la façon dont j'amène la suggestion, quand je les hypnotise, de les faire bouger. Parce que, je vous le dis, là, pour les Français, quand on parlait d'hypnose, il y a de ça en 2011, avant que j'arrive, quand je disais à une personne, vous allez vivre l'expérience de l'hypnose, dans la tête du commun, de la masse populaire, c'était des gens sous hypnose qui agissaient comme un zombie ou qui parlaient comme ça, là. Ah ouais, je vous entends, ouais. Alors, cette image-là était très présente. Était très présente. Oui. Mais moi, ce que j'ai dû faire, c'est de réussir à casser le rythme en disant non, sous hypnose, on peut bouger, on peut danser, on peut chanter, on peut rire, on peut être en colère, on peut pleurer, mais de façon dynamique. On peut avoir de l'hypnose dynamique, un état hypnotique dynamique. Alors, j'ai dû, par les émissions de télé, par les performances que je fais dans les médias ou du soir par soir, à tous les soirs dans les spectacles, éduquer le subconscient des Français. C'est vrai, mais ça passe comme ça, hein, ça passe par les médias. Et tu parlais d'un peu plus tôt d'une publicité, des discours politiques, mais j'ai fait ça. Moi, j'ai dû montrer à la masse populaire ce que l'hypnose faisait, où on peut aller avec l'hypnose par les émissions de télé. Mais maintenant, j'arrive sur scène et inconsciemment, les gens savent que sur scène, vous allez danser, chanter, rire, applaudir, être fâché et avec des fortes émotions. Alors, le travail que j'ai fait il y a plusieurs années me sert aujourd'hui dans mes spectacles. On est en ce moment, j'imagine que c'est toi là, tu es au Canada, tu es au Québec, j'imagine. Ouais, mais il est 15h31 là, il fait un gros soleil ici, il fait 5 ou 6 degrés là, ouais, je suis confiné à la maison, mais quand même j'ai une grande cour où je peux m'occuper là avec ma fille de 3 ans, on est à l'extérieur, on s'amuse, ma femme qui est là aussi. Alors c'est du temps en famille que j'ai pas souvent le temps de faire et j'en profite au maximum quand même. Alors, c'est ce qui est beau dans ce qui se passe en ce moment. Pour moi. En France aussi, hein, là on est confiné, c'est une période effectivement, comme tu dis, c'est un temps d'arrêt pour une partie d'entre nous, et puis pour d'autres, ça peut être une période un peu stressante, parfois un peu difficile. Toi, est-ce que alors il y a l'hypnose d'un côté, puis il y a aussi l'auto-hypnose. Est-ce que pour vivre bien ou pour vivre mieux le confinement, est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner, ou est-ce que c'est un peu compliqué? C'est peut-être compliqué, je sais pas. C'est compliqué, c'est du cas par cas, mais en gros comme ça là,
si vous arrivez à changer votre point de vue, ok, souvent le changement de point de vue va faire en sorte que vous allez passer mieux à travers. Bon, on est tous dans le même bateau, on est tous pris de la même chose. Hein. Il y a des gens qui vont faire une faillite personnelle, il y a des gens qui vont s'en sortir, il y a des gens, en tout cas, on va en sortir grandi, je pense, parce que et il faut apprendre à sortir à voir la façon, la chose, ce qui nous arrive avec un point de vue différent. Essayez de trouver le positif. Des fois, c'est peut-être difficile de trouver le positif dans la situation qui arrive, mais il y a sûrement quelque chose de positif. Si vous n'êtes pas capable d'aller à l'extérieur, allez à l'intérieur de vous. Hein. Essayez de vous trouver, essayez de voir qui vous êtes, essayez de vous réinventer. Je pense que c'est la meilleure façon qu'on peut faire ça, c'est de voir, changer le point de vue. Si ce que vous voyez vous intéresse pas ou que vous vous sentez agressé par ça, mais changez de point de vue, essayez de le voir de façon différente, parce que c'est vous qui avez le choix de le voir de la façon dont vous voulez le voir. Alors, il faut réussir à passer au travers. On n'a pas le choix, il faut le faire. Alors, il faut être résilient, je crois, attendre et patiemment, ça va avancer. Il y en a qui sont atteints par la COVID-19, qui s'en ont sorti. Il y en a qui sont décédés, malheureusement. Vous êtes peut-être dans une situation où votre famille, il y a des gens dans votre famille qui l'ont vécu, qui sont décédés aussi. Alors, mes sympathies, hein, et on pense à vous. Mais je pense qu'il faut être capable de pouvoir changer de point de vue et d'y aller de façon positive. Sinon, vous allez dépérir par vous-même. Alors, il faut se donner un petit coup, je pense, pour réussir à sortir de là. Mesmer, où est-ce qu'on, alors bon, pour l'instant, tu es chez toi comme nous tous. Est-ce qu'on pourra te retrouver bientôt sur scène? Je l'espère, honnêtement, je l'espère. On vient d'annoncer que le mois de juin était reporté encore. Là, on a mis les nouvelles dates là, sur mon Instagram, mon Facebook. Là. Une chance, nous sommes très bien placés avec la production. On a eu la chance de pouvoir replacer certaines dates. On a dû faire des annulations dans certains cas, mais en général, on a tous réussi à les repousser dans les peut-être cet automne ou au printemps 2021. Là, on va commencer dès l'hiver 2021. On a des dates de cédulés. Là, sont tous nouvellement affichés. Lorsque j'ai du temps, là, on pourrait faire des émissions de télé, là, par exemple, mais on peut pas se rencontrer. Éventuellement, ça aussi, on est là-dessus. Dès qu'on a le OK des autorités, on va peut-être commencer à tourner quelques émissions avec des réceptifs et tout ça pour faire des stars sous hypnose, entre autres, ou faire un autre concept d'émission. Alors, on essaie de se réinventer, justement. On est là pour ça, avec mon équipe, à trouver des nouvelles idées. Moi, je plonge au niveau personnel sur un truc qui va arriver dans les prochaines années, peut-être l'enseignement de ce que j'ai appris pendant toutes ces années, faire des séminaires, des week-ends complets où je vais faire la formation, par exemple, sur la sophrologie, apprendre à maîtriser notre subconscient et tout ça. Alors, je planche là-dessus en ce moment. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Là, j'ai du temps. Moi, je vois ça comme un signe. Je me dis, bon, ben ça y est, j'ai un signe gros comme ça qui me dit, on peut faire ça maintenant. Alors, je me penche là-dessus, là, éventuellement. On verra ce que ça va donner. Ouais. Bon, bah écoute, on va guetter ton actualité, Mesmer. On espère en tout cas te retrouver très vite d'abord à la télé donc et puis peut-être sur scène. Et puis merci beaucoup d'être venu nous voir sur Clic à la maison. C'est un grand plaisir de discuter avec toi et je pense que ça a éclairé beaucoup de gens sur ce qu'est l'hypnose et comment ça fonctionne. Ouais, ben merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent me suivre, là, il y a sur ma page officielle mesmerofficiel.com là. Je pense que les gens, si vous vous inscrivez sur cette page-là, je vais faire des petites vidéos ici et là, qui va expliquer un peu mieux ce que c'est que l'hypnose et je vais faire peut-être des petites séances là-dessus aussi. Là. Alors, allez voir ça. Ah, super. Ouais. Super. Bah, écoute, on attend ça avec impatience. Merci. Merci beaucoup. Mesmer, merci d'être venu. Et puis à très bientôt. Oui, à plus tard. Merci beaucoup. Bye bye. Et voilà, c'était Mesmer qui est venu nous expliquer un peu comment fonctionne l'hypnose et nous dire quels peuvent être les liens aussi avec la politique et la publicité. C'est vraiment intéressant hein, cette question-là. Je m'y suis, moi, j'ai creusé un petit peu il y a quelques années et c'est vrai que voilà quoi. Vous venez de l'entendre. On trouve pas mal de liens quoi avec la communication. J'ai vu pas mal de gens mentionner Freud. Alors, je sais qu'il y a une série sur Netflix que j'ai pas encore vue. Il y a une anecdote drôle à ce sujet. Il y a un consensus manifestement pour dire que Freud a commencé sa carrière en travaillant sur l'hypnose et que il s'est détourné de l'hypnose pour forger ce qui est devenu la psychanalyse. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a deux interprétations de ça. Les psychanalystes disent que Freud s'est détourné de l'hypnose parce qu'il considérait que l'outil hypnotique était pas suffisamment puissant et donc il s'en est détourné pour créer un outil plus puissant qu'est la psychanalyse.
Les hypnotistes, les hypnotiseurs disent que Freud était très mauvais hypnotiseur lui-même et qu'il s'en est détourné parce qu'il n'arrivait pas bien à hypnotiser les gens et que c'est pour ça qu'il a créé un truc qui lui permettait de travailler autrement. Voilà, je laisse chacun d'entre vous choisir quelle version il préfère. Si les potes de clic font un tour sur le live, on ira leur faire un coucou. Et puis, surtout, gros morceau après cette micro-coupure, on va parler avec Samuel Hayat, qui est chargé de recherche CNRS, spécialiste de sciences politiques, de sociologie historique, et on parlera avec lui notamment de la gestion de la crise du coronavirus par le gouvernement et des questions cruciales telles que la démocratie. Qu'est-ce que c'est? Allez, je vois Oxmo qui est dans le coin et on ira faire un tour du côté de Oxmo pour un texte. Vous savez, hein, c'est notre plaisir du soir. Il y a Ahmed Sparrow qui live. Bah, écoutez, dites à Ahmed Sparrow de venir faire un tour par ici juste après. Comme ça, on prendra Ahmed aussi. Alors toi, Samuel, tu es chargé de recherche CNRS. Tu as beaucoup travaillé sur les mouvements ouvriers, sur les révolutions au 19e siècle. Et puis, par ailleurs, tu connais très bien les questions de représentation politique et de théorie politique, et notamment théorie de la démocratie. Ouais, bah c'est ça. J'ai commencé par travailler sur l'histoire du 19e siècle, sur l'histoire de la République, et puis je me suis peu à peu intéressé à des questions, qu'est-ce que c'est la représentation, qu'est-ce que c'est la citoyenneté, et puis qu'est-ce que c'est la démocratie aussi. Et c'est vrai que j'ai un peu travaillé sur ça ces derniers temps, quoi. Alors toi, Samuel, je t'ai entendu souvent parler des droits fondamentaux des citoyens en démocratie. C'est quelque chose de crucial. On peut dire que c'est un des deux piliers de la démocratie, hein, que la démocratie, c'est notamment le régime qui garantit les droits fondamentaux des citoyens. Et justement, on est en train de vivre, de ce point de vue-là, une période complètement inédite où les droits fondamentaux les plus cruciaux des citoyens, notamment le droit d'aller, la liberté d'aller et venir, la liberté de se réunir, ont été restreints par un décret. Et je me demandais, est-ce que ça, toi, c'est quelque chose qui te choque, ce moment où notre liberté de nous déplacer a été remise en cause? Bah, c'est pas tant le fait qu'on ait moins de liberté individuelle qui est choquant, parce que ça, à la limite, bon, on voit bien comment ça peut être une nécessité pour des raisons de santé publique, etc. S'il y a un problème, c'est plutôt sur la manière dont ça a été décidé. C'est-à-dire que, bah, théoriquement, dans une démocratie, voilà, le pouvoir, il appartient au peuple, hein, aux citoyennes et aux citoyens, et donc les gens doivent être consultés sur les décisions. Et bon, là, de toute évidence, la décision de retirer ses libertés et de passer dans ce régime un peu d'exception, bah, il a été décidé par quelques personnes en nous expliquant qu'il n'y avait pas trop de choix et que bah voilà, c'était comme ça qu'il fallait faire. Et puis fermer là et juste accepter. Et c'est ça qui me choque plus que le fait qu'on soit qu'on ait nos libertés restreintes, parce qu'on voit bien que bah ouais, ça a un sens d'avoir des libertés restreintes quand on est face à une épidémie de ce type-là. Hein. Donc c'est plutôt non pas du point de vue de la liberté individuelle, hein, c'est-à-dire qu'on m'empêche d'aller dans la rue et de faire et d'aller au bar. C'est pas de ce point de vue-là, c'est plutôt du point de vue de la liberté collective. C'est-à-dire, est-ce que à un moment donné, on a pu ou pas prendre cette décision ensemble? Et bah de toute évidence, en France, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Il y a d'autres pays en Europe où la décision de faire un confinement de la population a été prise de manière plus démocratique, avec plus de débats? Bah, il y a eu plus de débats en Allemagne, par exemple. Au final, hein, ils arrivent à une situation qui est un peu la même, qui est un confinement, mais il y a eu un débat, notamment parce que c'est un pays qui est beaucoup plus décentralisé, donc les Länder, hein, les régions ont plus de pouvoir, et donc il y a eu pas mal de débats au niveau des régions pour savoir comment ça allait marcher, etc. En Suisse, il y a eu aussi pas mal de débats. Alors après, ça veut pas dire qu'il y a eu des référendums pour décider, parce que c'est pas du tout toujours possible, mais en tout cas, on n'avait pas du tout ce discours qu'on a en France du gouvernement qui nous dit il n'y avait pas d'autre solution que celle qui a été prise. C'est ça qui est pas démocratique. C'est de dire bah, de toute façon, il n'y a pas le choix, il fallait faire comme ça, etc. C'est ça qui pose un problème. Après, évidemment, l'autre problème, c'est qu'il n'y a pas les garanties, il n'y a jamais les garanties que ces restrictions de liberté, elles soient limitées dans le temps. Elles ont été posées là, on nous dit par des lois d'exception, mais on a vu avec l'état d'urgence, hein, les lois d'exception, elles peuvent devenir des lois permanentes. Toutes les dispositions de l'état d'urgence
contre le terrorisme sont devenus des éléments qui ont été rentrés dans la loi, dans toute la loi de manière générale. Donc, le fait qu'on se sente à ce point dépossédé du pouvoir, le fait que ça soit aussi à ce point, que ça soit vraiment quelques personnes qui prennent les décisions, etc., bah, c'est vrai que ça nous met pas en confiance pour dire, bah voilà, ils vont nous rendre nos libertés quand ça sera nécessaire, quoi. Il y a une question qui est liée à celle des libertés publiques, c'est la question policière. Moi, je t'ai entendu ces dernières années, notamment au moment de la crise des Gilets jaunes, je t'ai entendu avoir des mots très vifs contre la répression policière. Tu alertais l'opinion publique sur le fait que il se passait dans la rue des choses avec les forces de l'ordre qui n'étaient pas acceptables. Là, on voit que les forces de l'ordre jouent un rôle dans le confinement et ont notamment dressé des centaines de milliers, je crois, d'amendes. Est-ce que quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que pour toi le rôle de la police en ce moment il est acceptable ou est-ce qu'il pose problème? C'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place qui n'est pas nouveau, qui a commencé au début des années 2000. Toute une série de lois qui, les unes après les autres, ont donné de plus en plus de pouvoir à la police et notamment ont enlevé de plus en plus de moyens de contrôle de la police. C'est-à-dire que la police est de plus en plus armée, a de plus en plus de droits et les citoyens et les citoyennes en ont de moins en moins. Et ça s'est fait de loi en loi, etc., jusqu'à la situation qu'on connaît aujourd'hui, à savoir que, tu l'as dit, pendant le mouvement des Gilets jaunes, on a tous vu qu'on était face à un mouvement social massivement soutenu dans la population et qui a fait l'objet d'un traitement policier qui n'a pas d'équivalent dans les autres démocraties, parce que les policiers sont armés d'armes de guerre, non létales mais d'armes de guerre, qu'ils les utilisent dans des contextes qui peuvent être un peu compliqués dans le cadre de confrontation et que du coup on a vu quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, à savoir des manifestants et des manifestantes qui manifestent et puis qui perdent un œil, qui perdent une main. C'est des choses tout à fait. Après, faut pas se tromper. On n'est pas en train de vivre aujourd'hui, à mon sens, en France, le basculement dans un état policier. Ce qu'on voit, pour plein de raisons, mais notamment parce que il n'y a pas forcément les moyens humains pour basculer dans un état policier. C'est-à-dire que c'est pas qu'une question de volonté, mais si jamais le pouvoir voulait mettre en place une sorte de contrôle généralisé de toute la population, ça serait impossible. Il faudrait énormément de moyens qu'il n'y a pas nécessairement. La police, elle est faite pour le maintien de l'ordre, elle est faite pour la résolution de crimes, etc. Mais elle est absolument pas faite pour faire régner, aujourd'hui, elle est absolument pas faite pour faire régner un ordre policier. Maintenant, il ne faut pas juste regarder la France. Je ne pense pas qu'on est en train de basculer dans un état policier en France. Mais il y a d'autres pays, y compris des pays démocratiques, où les choses sont beaucoup plus compliquées. Et je pense par exemple à l'Inde. En Inde, c'est la plus grande démocratie du monde. En Inde, on a un pouvoir actuellement qui est dirigé par Narendra Modi, qui est en train de mener une politique franchement d'extrême droite, franchement fasciste, en tout cas qui a des tendances fascistes, et notamment qui cible très directement les musulmans, avec des débuts de pogroms qui ont eu lieu ces derniers mois. Qui ont eu lieu ces derniers mois. Et ce qu'on voit évidemment, c'est que sous le prétexte de l'état d'urgence sanitaire et sous le prétexte de lutter contre le coronavirus, on a des restrictions massives des libertés publiques en Inde. On a vraiment la mise sur pied pour le coup d'un appareil policier, et puis des militants et des militantes qui sont arrêtés chez eux. Alors que on est dans une démocratie. Donc certaines démocraties sont en train de basculer, comme l'Inde, sur la base de tendances autoritaires qui étaient déjà là. En France, je pense pas qu'on est en train de basculer vers un état policier. Par contre, on est en train de basculer vers quelque chose d'autoritaire. Non pas d'autoritaire parce que c'est la police qui dirigerait, mais parce que la politique s'est concentrée encore plus qu'à n'importe quel moment sur le président, le premier ministre, le gouvernement. Les parlementaires, on n'en entend pas parler. Les partis d'opposition, on n'en entend pas parler. Les syndicats, ils font du travail. Ils ont réussi par leur lutte à faire sanctionner Amazon très récemment. Donc, ils font des choses, mais on n'en entend pas parler publiquement. On entend uniquement parler le président de la République et son gouvernement, qui en plus est un gouvernement aux ordres, puisqu'on est face à un parti qui est
vraiment à la solde d'Emmanuel Macron entièrement. Alors, Donc, ça m'amène naturellement à la question suivante, et elle est revenue à plusieurs reprises dans les commentaires. Tu viens d'employer à plusieurs reprises le mot de démocratie. Bon, c'est un mot que tu connais bien. Tu viens d'y consacrer un livre, hein, sorti début 2020, qui s'appelle sobrement Démocratie. Donc, ça m'amène à une double question. C'est quoi une démocratie? Est-ce qu'on peut la définir simplement? Et une fois qu'on a défini la démocratie, est-ce qu'on peut dire que la France est une démocratie? ouais, on peut définir simplement la démocratie. Après, ça va être une histoire d'interprétation. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple. Hein. Démos, kratos, c'est du grec ancien. Et c'est un mot qui a été inventé pour désigner un certain type de régime où c'est le peuple qui a le pouvoir. Mais une fois qu'on a dit ça, évidemment, on se pose la question de qu'est-ce que c'est le peuple et qu'est-ce que c'est le pouvoir. Voilà. Et la première chose qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est le peuple? Parce que le peuple, ça a deux sens. Ça a un sens. Ah, Samuel, on t'a perdu. Clément, il y a de la reverb, tu peux couper les haut-parleurs. Ah, alors attendez, on a perdu Samuel. Attendez. On a perdu Samuel. Bug. Alors, ok, bon. Alors, Samuel a quitté la vidéo, mais ça n'a pas fait planter le live. Nous sommes toujours en direct. Je vais tout de suite reprendre Samuel. Hop, toc. Ah, c'est Instagram, hein. Salut Samy. Tandis que Samy Nasseri a passé une tête dans le chat. Salut Samy. Salut. Ah! Ouais, désolé. Ah, voilà, c'est exactement, tu vois, la censure. Dès qu'on parle de démocratie, ça y est, quoi. Donc, tu étais en train de nous dire qu'en fait, le peuple, il y a deux manières de le définir. Ouais, c'est ça. Le peuple, ça a deux sens. Et ça, c'est pas une nouveauté d'aujourd'hui. Hein. Le mot démos en grec, ça a déjà deux sens. Un sens politique. Pour dire le peuple, c'est l'ensemble des citoyens et des citoyennes. À l'époque grecque, seulement les citoyens, hein, puisque les femmes étaient exclues de la citoyenneté à Athènes. Donc, le démos, c'est l'ensemble des citoyens où tout le monde est à égalité. Hein, donc, du premier jusqu'au dernier membre de la cité, tout le monde est à égalité, c'est l'ensemble des citoyens. Ça, c'est le démos en un sens politique. Et avoir le pouvoir pour ce démos en un sens politique, ben, ça veut dire faire les lois directement, hein, dans l'esprit à Athènes, hein, c'est-à-dire que tout le monde, tous les citoyens, donc c'était une minorité, mais une grosse minorité de la population. En gros, c'était pas les étrangers, pas les esclaves et pas les femmes, mais sinon les citoyens athéniens faisaient ensemble la loi. Et puis aussi, puisqu'il fallait bien des personnes pour appliquer la loi, des personnes pour juger, c'était des gens tirés au sort principalement. Hein, on ne n'élisait pas. Pourquoi est-ce qu'on n'élisait pas? Parce que l'élection, eh ben, vous allez choisir quelqu'un qui du coup va être un peu supérieur à vous. Alors que une idée démocratique, c'est que on doit avoir vraiment l'égalité, c'est-à-dire que on doit avoir un poids égal, qu'on soit élu ou pas élu, il faut qu'il y ait un poids égal. Et la manière d'incarner cette égalité, hein, c'est le tirage au sort. Donc ça, c'est le démos en un sens politique. Après, le pouvoir du peuple, ce qu'on appelle le pouvoir du peuple, ça a évolué avec le temps. Aujourd'hui, on accepte l'idée que bien, on peut exercer notre pouvoir à distance en votant pour des gens, du moment qu'on garde un contrôle sur ces personnes. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on a vraiment un contrôle sur les élus une fois qu'ils ont été élus? À mon sens, non. Donc, j'anticipe sur la deuxième question. En ce sens-là, de ce qu'est le pouvoir du peuple, c'est compliqué de dire qu'on vit dans une démocratie parce qu'en fait, on ne peut voter pour les gens qu'une fois tous les 5 ans et entre les deux, on a très 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 peu de pouvoir dessus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de pouvoir. Pendant longtemps, il y avait par exemple les partis politiques qui étaient suffisamment gros où les gens étaient massivement dans les partis politiques. Ça a rien à voir avec les partis politiques d'aujourd'hui. Les partis politiques d'aujourd'hui, il n'y a plus de citoyens à l'intérieur. Il n'y a que des cadres, il n'y a que des élus ou quasiment. Mais à une certaine époque, dans les partis, il y avait des millions, des centaines de milliers, voire des millions de personnes, et puis ils pouvaient du coup exercer un contrôle, c'est-à-dire que une fois que vous étiez élu, vous deviez quand même rendre des comptes au parti et donc rendre des comptes aux citoyens qui étaient membres de ce parti. Aujourd'hui, on a au pouvoir Emmanuel Macron qui a créé, ce qui est inédit dans l'histoire, qui a créé un parti avec ses initiales EM. Donc c'est vraiment un parti à lui, quoi. C'est marqué, c'est estampillé, c'est son parti. C'est même pas un vrai parti d'ailleurs. Il n'a pas des statuts de parti. C'est un mouvement
qui lui est entièrement soumis. Donc, où il n'y a pas ce mécanisme de contrôle qui peut se faire même par le biais des partis. Mais il y a d'autres formes de contrôle. On peut dire qu'on a un contrôle par les médias, par exemple. C'est important, du coup, d'avoir des médias qui soient vraiment libres, etc., etc. Donc ça, c'est le premier sens du mot démos, le pouvoir du peuple. Et puis, démos, ça a aussi un deuxième sens. Le peuple, ça a un deuxième sens. C'est le peuple en un sens social, c'est-à-dire les pauvres, la masse, les gens qui travaillent, en gros. Les 90% quelque part. Voilà, les 90% ou les 99% ou les, je sais pas, mais en tout cas, la masse des personnes qui travaillent. Et donc, une démocratie en ce sens-là, c'est un régime qui donne le pouvoir à cette majorité de travailleurs et de travailleuses, c'est ceux qui donne le pouvoir, on va dire, aux pauvres ou en tout cas, vous pouvez dire aux classes moyennes, en tout cas, qui donne le pouvoir aux personnes qui doivent travailler pour vivre, qui sont quand même la grande majorité des gens, et qui non seulement leur donnent le pouvoir, mais qui agissent en leur faveur. Et c'est pour ça qu'on a tous ces services publics, qu'on a dans une démocratie où on est censé avoir des éléments sociaux, parce que c'est pour aller dans le sens de cette masse en un sens social, de ce peuple en un sens social. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'on est en démocratie ou pas en France? Bon, d'un point de vue politique, je pense que il y a plein de choses qui font dire qu'on est moins en démocratie qu'avant, parce qu'il y a moins de mécanismes de contrôle. Et en matière sociale, c'est un peu pareil, parce que tout l'édifice de ce qu'on va appeler l'État social ou l'État-providence, alors c'est mal dit l'État-providence, mais tout ce qui est service public, tout ce qui est sécurité sociale, depuis quelques décennies, les gouvernements, les uns après les autres, ils le démantèlent, ils le détricotent, ils le réduisent. Et donc, notre démocratie, la démocratie française, qui, bon an, mal an, était quand même un peu sociale, elle est de moins en moins sociale. Et aujourd'hui, on se retrouve, le but, c'est pas de dire est-ce que la France est démocratique ou pas démocratique, c'est est-ce qu'on est sur une pente où on est de plus en plus en démocratie ou de moins en moins en démocratie. De mon point de vue, le problème, c'est qu'on est de moins en moins en démocratie. En fait, c'est ce que tu dis, je t'avais jamais entendu le dire comme ça, et je te rejoins à 100%. Moi, c'est une idée que j'avais ébauchée, mais je dois pas être le premier à le dire. Il y a un paquet de temps où pour moi, il fallait sortir de la question dichotomique de on est en démocratie ou on n'est pas en démocratie. C'est-à-dire que c'est un switch, t'allumes, t'éteins la lumière, et puis quand la lumière est allumée, c'est la démocratie et c'est formidable, et puis quand la lumière est éteinte, on ne l'est pas. Et moi, je disais, il faut plutôt parler d'un continuum de la démocratie, qui va de la démocratie on est en train de perdre Samuel, tandis que... Attendez, j'attends. je me suspends dans mes explications. Attendez, on est en train de perdre Samuel, mais on va le rappeler. On va le rappeler. Vous savez, ça c'est Instagram qui appartient à Facebook, le gouvernement français qui nous espionne, et qui ne veut pas qu'on ait cette discussion, pas du tout. Pas du tout. N'écoutez pas les bêtises que je raconte. Je meuble. Son réseau est infiltré, c'est ça. C'est ça, vous savez. Je sais pas ce qui se passe. Vas-y, c'était super intéressant ce que tu disais. On n'arrive pas. Attends, là, t'es figé. On n'arrive plus. On te voit plus, Samuel. C'est terrible. Moi, je vous vois. Mais vous m'entendez ou pas? C'est vrai? Ouais. On t'entend, ouais. On t'entend, mais on te voit pas. Attends, je t'éjecte de la vidéo, je te reprends. Ouais. Hop. Attendez, restez, les amis. On est en train de parler de théorie de la démocratie et tout. Parce que vous le savez pas forcément, mais moi, c'est ma grande passion, les théories de la démocratie. Tandis que Coach Joe est là. Alors après, on demandera à Coach Joe de nous donner un exercice. Vous le savez, arrange ta webcam. Censuré. Allez, je vous dis. La discussion est sans... ça y est, ça marche. Et donc, j'étais en train de dire que l'idée que j'avais ébauchée, c'était que il valait mieux parler d'un continuum de la démocratie qui commence avec la vision la plus pessimiste possible de la démocratie, qui est celle de Schumpeter, qui consiste à dire que grosso modo le peuple c'est des moutons de Panurge. D'ailleurs, Schumpeter le dit, dans une démocratie, le peuple c'est des moutons de Panurge. Ils votent tous les 5 ans. Ils ne votent qu'en fonction de la propagande électorale, c'est-à-dire de la publicité. Ils sont incapables de savoir pour qui et pourquoi. Et derrière,
c'est les gouvernants, c'est-à-dire les plus capables, qui gouvernent et qui prennent les décisions. Bon, ça c'est la version de la démocratie quand même la moins enthousiasmante possible. Et puis à l'autre extrême du spectre, une démocratie qu'on pourrait appeler purement participative ou purement délibérative, où là le démos s'auto-gouverne véritablement avec alors selon comment on le voit, soit des référendums successifs, chacun précédé d'un débat approfondi, soit pour aller plus vers l'idée de délibération des jurys citoyens, avec un peuple quasiment constituant permanent. Bon, et moi je disais en fait, il faut penser cette démocratie comme un continuum et essayer de tendre vers une démocratie de plus en plus participative ou délibérative, en sachant que l'horizon idéal, on l'atteindra probablement jamais. Et en fait, toi, tu le disais un peu à ta manière aussi, en disant que finalement, dans un modèle démocratique fonctionnel, il y a le rôle des médias. Donc, est-ce que les médias sont un contre-pouvoir? Là, c'est pareil. C'est pas oui ou non. Je voyais des gens dans le chat qui s'offusquaient en disant comment les médias contre-pouvoir. Bon, c'est vrai qu'en France, il est indiscutable que les médias, y compris celui pour lequel moi je travaille, les médias sont aux mains de quelques gros acteurs économiques. Et en même temps, c'est pas non plus pour ça que les médias sont privés de toute liberté. Et d'ailleurs, on le voit que même sur Canal+, on a encore le droit de dire des choses. Et puis le rôle des mouvements sociaux. Enfin, ça c'est intéressant. Par exemple, le fait qu'en France, quand même longtemps, quand il y avait un mouvement social de grande ampleur, il faisait plier le pouvoir. C'était la règle. C'est le CPE a fait plier Jacques Chirac. La mobilisation contre les réformes d'Alain Juppé l'ont fait plier également. Bon, on voit qu'aujourd'hui c'est un peu moins le cas. C'est-à-dire que la réforme des retraites, ça nous montre que en fait, en France maintenant, on peut laisser les gens foutre le bordel dans la rue pendant un mois, voire plus. Et c'est devenu démocratiquement acceptable de laisser la situation pourrir en attendant juste que les gens soient obligés d'arrêter de faire grève parce que simplement il faut bien remplir le frigo à un moment donné. Et c'est vrai que quand on pose les choses je trouve que c'est très éclairant de le poser de ce point de vue-là parce que là on se rend compte que on sort d'un débat qui pour moi est un peu stérile, qui est-ce qu'on est en démocratie ou est-ce qu'on n'est pas en démocratie, et on peut commencer à essayer de voir une direction. Et là moi j'ai plutôt l'impression que si on pose les choses comme ça, on se dirige plutôt du mauvais côté du continuum, en tout cas vers moins de démocratie que vers plus. Ouais, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est très conscient et que c'est très voulu parce que tout le monde n'est pas pour la démocratie, en vrai. C'est-à-dire que ce que tu décris comme étant l'horizon de ce qu'est la démocratie, d'un pouvoir égal, participatif, etc., il y a plein de gens qui sont contre. Et tout simplement, les personnes qui sont au pouvoir, je pense que si tu veux, ils t'entendraient et ils diraient ouais, il est bien gentil, Clément Viktorovitch, mais nous, ce qu'on veut, c'est pas la démocratie. Nous, ce qu'on veut, c'est un régime dans lequel les experts prennent les décisions et où le peuple, il est un peu loin. Tu citais Joseph Schumpeter. Lui, Schumpeter, il disait dès que les citoyens se mêlent de politique, ils passent à un niveau inférieur de rendement mental. Il dit, en gros, les gens, ils sont bêtes, ils peuvent pas. Mais c'est déjà ce que disait Montesquieu. Il disait les gens sont très très forts pour choisir leur maître, mais par contre, ils ne peuvent pas être leur propre maître. Et donc, ça, c'est ce que montre. Je voyais quelqu'un dans le chat qui parlait de Francis Dupidéry, qui est un chercheur en sciences politiques canadien, qui montre dans l'histoire à quel point on a une haine de la démocratie, c'est-à-dire ce que lui il appelle l'agoraphobie, une sorte de haine du peuple chez toutes les élites. C'est-à-dire que si aujourd'hui on va vers de moins en moins de démocratie, c'est parce que il y a des personnes qui sont au pouvoir et pour qui la démocratie n'est pas un idéal. Ce n'est même pas de dire que ce n'est pas possible, etc. C'est que ce n'est même pas un idéal. Et c'est pour ça que tu as raison de parler des mouvements sociaux. C'est que la seule manière de faire pencher la balance vers, non pas une démocratie idéale et parfaite, mais vers plus de démocratie, vers un approfondissement de la démocratie, il faut que ça soit par l'action des gens qui ont intérêt à la démocratie. Et qui c'est qui a intérêt à la démocratie? C'est les citoyens, c'est la grande majorité. Et la démocratie en un sens social, c'est les gens qui travaillent, quoi. C'est eux qui ont intérêt à être dans un système qui va privilégier les travailleurs sur les détenteurs de capitaux, sur les riches, tout simplement. Et donc, il faut pas, pour moi, de mon point de vue, il faut pas, d'une certaine manière, il faut pas en vouloir aux experts de vouloir nous déposséder de la décision. C'est normal, c'est des experts. Il faut pas en vouloir aux riches de vouloir que les lois soient en leur faveur et pas en celle des pauvres. C'est le jeu. Et donc, après, la question, c'est est-ce que nous, en tant que citoyens lambda,
ou en tant que personne que travailleur, est-ce que on laisse simplement l'autre partie jouer, ou est-ce qu'on se met à jouer nous-mêmes et jouer avec les armes de la démocratie, c'est-à-dire la contestation, c'est-à-dire la protestation, mais aussi l'organisation, aller dans des associations, peser en fait. Et de ce point de vue-là, c'est de là, pour revenir sur la situation présente du coronavirus, c'est plus ça qui me fait peur. C'est pas un État policier, c'est qu'on accepte encore un peu plus de nous faire déposséder de notre pouvoir de décision par des experts qui nous disent ce qui est bon pour nous, quitte à changer d'avis tous les 2 jours. Qu'on accepte de plus en plus d'être dans une société où la santé est laissée à l'abandon, la santé publique est laissée à l'abandon, que la recherche est laissée à l'abandon, etc. C'est beaucoup plus ça qui me semble être des dangers que là immédiatement demain un État policier. Mais c'est un vrai danger. C'est pas parce qu'il est moins immédiat, c'est-à-dire qu'on va pas passer demain dans un régime totalitaire, mais c'est pas parce qu'il est moins immédiat qu'il est moins dangereux. Dis-moi Samuel, il y a une troisième question sur laquelle j'avais envie de t'entendre parce que, alors, elle va peut-être paraître moins cruciale pour les gens qui nous écoutent, mais en fait, elle est quand même très importante. C'est la question de la recherche. Je sais que en ce moment, il y a un mouvement social dans le monde de la recherche. Je sais que juste avant le confinement, il y avait une grève qui était en train de monter au sein des enseignants-chercheurs. Et je sais que toi, tu participes à ce mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer et les gens vont voir qu'en fait le lien avec le coronavirus arrive au bout d'un moment. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les chercheurs sont mécontents et s'apprêtaient à se mettre en grève? En fait, il se passe quelque chose, c'est tout à fait d'actualité, hein, parce que c'est la même chose qui se passe à l'hôpital, c'est la même chose qui se passe dans énormément de services publics. Comme je te disais, hein, dans une démocratie, l'aspect social de la démocratie, ça repose sur le fait d'avoir des forts services publics. Or, ce qu'on voit ces derniers temps, c'est un changement de logique, alors on peut appeler ça néolibéralisme par exemple, un changement de logique qui consiste à dire que il faut sortir d'une logique de service public, c'est-à-dire une logique de on donne le même service à tout le monde. Et par exemple, on va faire en sorte d'avoir des écoles qui aient les mêmes programmes partout, d'avoir des hôpitaux sur l'ensemble du territoire, et puis d'avoir des universités, par exemple, sur l'ensemble du territoire. Au lieu d'avoir ça, on va être dans une logique qui consiste à dire qu'il faut mettre l'argent seulement dans les endroits où c'est les plus efficaces. Donc, au lieu d'avoir des hôpitaux sur tout le territoire, on va plutôt faire des hôpitaux en plus petit nombre, mais qui vont regrouper des services plus efficaces et plus performants. Ça ne veut pas dire que c'est toujours mauvais comme logique, hein. Mais c'est pas une logique du même type, c'est pas une logique exactement de service public. Dans le cas des universités, la logique du gouvernement, elle est simple. Il faut faire des économies, hein, évidemment, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi il faut faire des économies? Parce que il faut pouvoir baisser la dépense publique. Pourquoi il faut baisser la dépense publique? Parce qu'il faut que les entreprises payent de moins en moins d'impôts. Parce que si les entreprises ne payent pas de moins en moins d'impôts, elles délocalisent et elles vont ailleurs. Donc ça veut dire moins d'impôts sur les entreprises. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu aussi peu d'impôts sur les entreprises. On est dans une situation où les entreprises ont tout simplement le moins d'impôts depuis plus de 30 ans. Donc il faut baisser l'impôt sur les entreprises pour que les entreprises ne délocalisent pas, et puis comme ça, elles vont créer des emplois, c'est l'effet de ruissellement, etc. Donc il faut couper des ressources au service public. Mais la logique, c'est quoi? C'est de dire, plutôt que de baisser le niveau de toutes les universités et en les maintenant à égalité, c'est de trouver des moyens pour concentrer l'argent sur, on va dire, les 10% d'universités les meilleures. Donc, on va concentrer les moyens sur, je dis des bêtises, hein, sur la Sorbonne, sur Paris-Saclay, hein, là où il y a Polytechnique, etc. On va faire des pôles et on va concentrer les moyens sur ces pôles. Et puis, la logique néolibérale, c'est pas juste de faire ça sur les universités, c'est de faire ça aussi sur les chercheurs. C'est-à-dire qu'on va faire on va trouver un moyen de donner plus d'argent aux 10% des meilleurs des chercheurs, etc., etc. Tout le système fonctionne sur une mise en compétition. On met en compétition les établissements, on met en compétition les étudiants, hein, avec Parcoursup. Au lieu de choisir là où ils veulent aller, on les met en compétition pour avoir les meilleures notes, pour pouvoir accéder à quoi? Aux meilleures universités qui ont été mises elles-mêmes en compétition. Et puis, on va mettre les universitaires en compétition. Évidemment, le problème, c'est que la compétition, ça marche pas nécessairement très très bien. La coopération, parfois, ça marche mieux que la compétition. Et puis, l'autre problème, c'est que
comment on choisit les 10% les meilleurs? Qu'est-ce que ça veut dire les 10% des meilleurs chercheurs? C'est super compliqué à trouver. Mais donc, ce que ça fait, c'est qu'on a mis en place une agence qui s'appelle l'Agence nationale de la recherche. Et puis, quand on veut des financements de recherche, on doit déposer des projets à l'Agence nationale de la recherche. Et l'Agence nationale de la recherche, elle est composée de chercheurs qui vont essayer de déterminer c'est quoi les meilleurs projets. Sauf que, évidemment, ça a un énorme effet pervers. C'est que lorsqu'une recherche n'est plus vue comme étant à la mode, elle arrête d'être financée. Et ça, c'est ce qui s'est passé tragiquement sur le coronavirus. Puisque on a notamment un chercheur qui s'appelle Bruno Canard, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est un spécialiste spécialiste de virologie et qui est en particulier spécialiste de coronavirus. C'est sa carrière. Et c'est un chercheur français. C'est un des meilleurs mondiaux sur les coronavirus. Et lui, il a fait comme tout le monde. Il avait besoin d'argent pour faire fonctionner sa recherche. Donc, il est allé voir l'Agence nationale de la recherche. Il est allé voir l'Europe. Il a fait des demandes de financement. Et au début, il a eu des demandes de financement parce qu'il y avait eu un coronavirus. Et puis, le sujet est passé de mode. Et donc, il a arrêté d'avoir des financements. Et donc, tout simplement, ce type qui travaillait sur les coronavirus, qui produisait une recherche, il n'était plus considéré comme faisant partie des 10% les plus productifs et les meilleurs. Et donc, il n'a plus de financement. Et puis, les financements sont ailleurs. Et donc, c'est ça le problème. C'est que à essayer de maximiser, à essayer d'être le plus efficace possible, ce que ça fait, c'est qu'il y a plein de questions qui sont jugées pas efficaces à un moment donné ou qui sont jugées ne pas être prioritaires. Mais ce qui est prioritaire, ça change avec le temps. Et donc là, le mouvement dans l'université, le mouvement dans la recherche actuellement, c'est d'essayer d'arrêter une loi qui s'appelle la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, la LPPR, qui vise à renforcer encore le poids de cette compétition entre universités, compétition entre chercheurs, pour faire des sortes d'universités à deux vitesses, avec des universités d'élite où il y aurait toute la recherche, et puis des universités de masse qui seraient laissées à l'abandon, etc. Des chercheurs d'élite qui auraient tous les crédits, et puis des chercheurs de seconde zone. On essaye de lutter contre ça, et c'est vrai que c'est un mouvement qui a commencé le 5 décembre, en même temps que le mouvement contre la réforme des retraites, parce que l'université est directement touchée par la réforme des retraites, non seulement les profs, mais aussi le personnel administratif, le personnel technique, et en particulier les précaires. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'université française, la moitié des cours sont donnés par des précaires, dont une grande partie sont payés en dessous du SMIC horaire. Donc, on est sur un système qui fonctionne entièrement sur la précarité, qui fonctionne entièrement sur l'exploitation, et pour le dire très clairement, qui n'est pas digne d'un service public dans une démocratie. Et de ce point de vue-là, la situation actuelle, la crise sanitaire, vient révéler ça. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus des services publics qui sont à la hauteur d'une démocratie, c'est-à-dire à la hauteur de nos attentes en tant que citoyens et en particulier à la hauteur des besoins des plus pauvres, qui n'ont pas les moyens d'aller dans une université privée, qui n'ont pas les moyens d'aller dans une clinique privée pour se faire soigner. C'est absolument fondamental d'avoir des services publics qui soient financés de manière inconditionnelle, c'est-à-dire où on ne demande pas aux médecins, comme c'est le cas actuellement à l'hôpital, de venir déclarer à chaque fois qu'ils font un acte et à essayer de leur faire un maximum d'actes pour que les gens sortent le plus vite possible d'hôpital pour qu'ils libèrent des lits. C'est ça le problème. C'est que en ayant cette logique-là de il faut que les médecins libèrent des lits à l'hôpital un maximum, on se retrouve avec quoi? On n'a pas assez de lits. On se retrouve à être parmi les pays d'Europe, en tout cas des pays riches, qui ont le moins de lits par habitant. Et donc toute cette logique néolibérale, elle vient saper les services publics et elle fait qu'aujourd'hui on n'a plus des services publics à la hauteur. Écoute, Samuel, ça me semble être un condensé, un résumé et une conclusion absolument implacable. On s'arrête là-dessus du coup. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour tous ces éléments. Je pense que c'est hyper éclairant et ça faisait longtemps moi que j'avais envie d'une part de papoter un peu du concept de démocratie et d'autre part de papoter avec toi. Et donc je suis content qu'on ait pu faire les deux en même temps, le même soir. J'en suis ravi. Merci beaucoup Clément. Merci à toi Samuel et puis à très bientôt. À très bientôt. Bonne fin de soirée. Salut. Merci toi aussi. Voilà les amis, c'était Samuel Ayat. Je suis très content d'avoir pu vous le présenter. On a passé beaucoup de choses en revue avec lui en un temps court, mais j'espère que vous avez pu suivre. C'est un archi crack, Samuel. Vous l'avez peut-être compris, mais à ma connaissance, c'est le seul chercheur en sciences politiques en France qui la même année
a obtenu à la fois le concours du CNRS et en même temps l'agrégation de sciences politiques. Chacun des deux concours étant atrocement difficile à un point que vous n'imaginez pas. Donc voilà, c'est cool et on l'entend. Moi, je trouve qu'on l'entend pas assez dans le débat public et donc je suis vraiment très très heureux qu'on ait pu l'avoir ce soir. J'ai des gens qui disent faites-le revenir. Bah écoutez, oui, si ça vous a plu, on le repapotera avec lui. On le retrouve où? On le retrouve un peu partout, notamment sur Twitter. Euh, et puis il écrit Samuel. Au moment des Gilets jaunes, il avait mis en ligne deux longs textes, qui pour moi faisaient partie des choses les plus intéressantes, en tout cas que moi j'avais pu lire à ce moment-là sur les Gilets jaunes. Euh, donc c'était cool. C'était cool. Je suis très content. Je suis très content qu'on ait pu papoter avec Samuel. On va appeler Coach Joe. Vous le savez, hein, c'est l'un des fils rouges de Click à la maison. Coach Joe, le personal trainer, qui tous les soirs nous donne un exercice pour que nous puissions garder la forme malgré le confinement. Salut, Coach Joe. Comment tu vas? Dur, Clément, de me faire passer après votre discussion là. Vous avez refait le monde et après avoir refait le monde, on fait des abdos. Tu vois, c'est un peu. Ouais, mais attends. Et là, on fait des abdos. Non, mais attends, on a refait le monde. Toi, tu refais les corps, mais on en a tout autant besoin. Ouais, j'espère bien. Pour pouvoir refaire le monde, c'est clair. Il va falloir un corps. Et en parlant de ça, voilà. on attend toujours ta vidéo. Non, mais. J'ai essayé de te mettre une petite pression. T'as vu, je te taguais à chaque fois pour que tu dises ah merde, non, mais... il y a encore une vidéo. Ah merde, il y a encore une vidéo. Et merci à tous ceux qui ont répondu parce qu'on a eu pas mal de vidéos, sauf celle de Clément pour l'instant. Mais attendez, parce qu'il faut dire aux gens. C'est-à-dire que pendant 24 heures, Joe, tu m'as tagué sur toutes les vidéos de tous les mecs qui faisaient le stand-up et toutes les nanas qui faisaient le stand-up. Ça m'a mis une pression de dingue. C'était terrible. T'as pas lâché. Il faut plus. Ok. Donc on va... Écoute, j'ai essayé. Voilà, on ne dira rien. On ne dira rien du résultat. On ne dira rien du résultat. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. Et celui-là, franchement, tu n'auras même pas besoin d'être essoufflé ou de. Tu vas voir. Très simple. Travail de la sangle abdominale. Il faut rester assis en plus. Donc, tu vois, je te facilite la tâche. Après ça, alors, vas-y, fais voir. Je ne peux pas faire plus simple. Donc, très simple. Comme je disais, on va rester assis. Position assise. Là, on va avoir 3 niveaux. Pour les grands débutants, on a le droit de garder les mains sur les genoux. Et ce qu'on va aller chercher, c'est juste arrondir le dos à fond, aspirer le nombril et décoller les talons. Et là, on maintient la position 30 secondes. Pour le niveau 2, exactement la même chose, sauf que, hop, j'ai plus les mains sur les genoux. Niveau 3, je viens tendre les jambes et je suis sur le bas du dos au niveau du coccyx là et je maintiens la position. Et on reste là. 30 secondes. Donc 3 niveaux, facile débutant, intermédiaire, confirmé. 30 secondes et on se le fait 4 fois. 4 fois, 4 tours de 30 secondes. Alors là, on travaille sur quel muscle avec cet exercice? Là, on est principalement sur le grand droit, ce qu'on appelle le grand droit et le transverse. C'est un peu, grand droit, c'est celui qui te fait la tablette de chocolat. C'est le six-pack. Et le transverse, c'est le muscle des abdos le plus profond, en fait. Celui qui maintient la pression exercée par les viscères. Donc, si tu as un grand droit relâché, tu as le ventre qui ressort, sans pour autant avoir de gras. Des fois, tu vois des gens qui ne sont pas spécialement gras avec le ventre qui ressort. C'est dû à un transverse qui est relâché. Donc, j'espère que le tien, il ne l'est pas. En tout cas, après ça, il ne sera plus s'il l'est. Et voilà. Donc, simple, 4 séries de 30 secondes, ce qui nous fait 2 minutes. Si on se sent bien, on peut aller chercher plus de temps. Mais pour débuter, on prend une des versions que je viens de montrer, débutant, intermédiaire ou confirmé, et on se le fait 4 fois 30 secondes. Est-ce que c'est vraiment intéressant parce que en vrai, je sais que c'est une question que beaucoup de gens et notamment beaucoup d'hommes, mais pas que, se posent. C'est comment faire pour bien bosser ses abdos. Donc l'exercice que tu viens de montrer, tu dis ça travaille sur le grand droit et les transverses. Est-ce que ça suffit ou est-ce que si on veut bien bosser ses abdos, faut faire d'autres exercices en parallèle? En fait, l'exercice le plus important à faire pour les abdos, il se passe pas dans une salle de sport. Il se passe dans une cuisine en fait. À la base. Ouais?
Ben, les abdos, c'est un muscle qui, au niveau de développement, peut pas prendre beaucoup de volume, comme le biceps ou les quadriceps ou les pectoraux. Les abdos, toi, t'en as, moi, j'en ai. Tous ceux qui nous regardent, ils en ont. Ils sont là. Mais le problème, c'est ce qu'il y a dessus. Hmm. Une couche de graisse qu'il y a au-dessus qui fait qu'on ne les voit pas. Mais si tu as une hygiène alimentaire bonne, tu auras un niveau de masse grasse peu élevé et donc on verra tes abdos. Tu vois ce que je veux dire? Après, là, moi, ce que je fais, l'exercice que je montre, c'est pas pour faire ressortir les abdos, mais pour les faire, pour les renforcer, pour avoir une sangle abdominale qui fera son travail de maintien et qui t'évitera des problèmes de dos, qui t'évitera des problèmes de posture. Après, pour avoir les abdos, 90% du travail, il se fait dans la cuisine. C'est ce que tu vas manger, D'accord. c'est pas l'exercice que tu vas faire. Bon, bah écoute, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd et je suis Ok. sûr que ça va intéresser plein de gens sur le chat. Merci beaucoup, coach Joe. Les gens rien. peuvent te taguer sur leur vidéo en train de faire cet exercice. Ils peuvent taguer Click ou Coach Joe et on reposte les vidéos pour en motiver un maximum. Et moi, je taguerai Clément par la suite. Après. Bien sûr. Bah oui. Tant Eh que ça, oui, évidemment. ouais, j'ai réussi à avoir une vidéo de Camille, de Fadili, de Redouane. Donc, tu vois, et, hey, je désespère pas. Je l'aurai. Ah, il y a la Clément. pression. Ah, il y a la pression de ouf. Donc, Merci voilà beaucoup. pour aujourd'hui. De rien. Et on se tient au courant fin de semaine Ouais. ou semaine prochaine, mais on est dans le coin. Impeccable. Merci beaucoup, Joe. À très Force à vous. vite. Peace. Ciao. Toi aussi. Ciao. Et voilà, incroyable, hein, coach Joe. Toujours les bons conseils pour se faire un corps de rêve énorme et sec, évidemment. Moi, vous savez, évidemment que le sport, tout ça, c'est ma vie, bien sûr. Pas du tout. Écoutez, le live touche doucement à sa fin. On va prendre Oxmo dans un instant. On veut ta vidéo, Clément. Bah, écoutez, hein, calmez-vous. Hein. Vous savez, hein, on fait ce qu'on peut. Il y a des gens qui demandent, il y a des gens qui demandent le contact de Samuel Hayat. C'est Samuel Hayat, en effet, Hayat. Et voilà, il a un compte Twitter qui est plutôt actif. Et on va faire un tour du côté de chez Oxmo, qui tous les soirs nous régale avec un moment de beauté. Salut Oxmo. Et voici l'instant. Comment vas-tu, Clément? Ah, écoute, toujours bien à chaque fois que je vois ton visage apparaître. Mais ça, sais-tu que c'est réciproque à un point. Voilà, un point que j'apprécie. Et qu'il n'est pas final. Écoute, j'en suis honoré. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Oxmo, pour aujourd'hui? Bah, c'est toujours l'embarras du choix. Je suis parti sur une promesse. Je suis parti sur une promesse parce qu'il faut promettre les beaux jours. Et je me suis arrêté sur Louis Aragon. Louis Aragon, comme ils disent là-bas. Et c'est Là, tu parles à un mon texte qui cœur. s'intitule. Ouais. J'aime bien comment ça sonne. On a besoin de chaleur. Et c'est un texte qui est une promesse qui s'appelle Nous dormirons ensemble. Que ce soit dimanche ou lundi, soir ou matin, minuit, midi, dans l'enfer ou le paradis, les amours aux amours se ressemblent. C'était hier que je t'ai dit, nous dormirons ensemble. C'était hier et c'est demain. Je n'ai plus que toi de chemin. J'ai mis mon cœur entre tes mains, avec le tien comme il balamble. Tout ce qu'il a de temps humain, nous dormirons ensemble. Mon amour, ce qui fut, sera. Le ciel est sur nous comme un drap. J'ai refermé sur toi mes bras. Et tant que je t'aime, que j'en tremble, aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble. Voilà. La promesse est faite. Ah, Et merci c'est une Oxmo. douce nuit qu'il faut passer après ça. Eh C'est oui, ce que j'avais à dire. exactement. Que c'était Amour sur doux et nous. beau. Ouais, sur toi aussi, Oxmo. Merci infiniment pour tes mots et ta poésie. Merci. Merci. Bonne soirée à vous tous. Amour sur nous. Bonne soirée à toi. À très vite. Eh oui, hein, comment conclure? Comment conclure après ça? Comment enchaîner? Louis Aragon, dont on ne peut que, ah, bah, tenez, c'est le conseil de lecture du soir pour ceux qui, en cette période de confinement et pour le mois qui nous reste à passer chez nous, veulent un peu de beauté, vous pouvez vous diriger vers Aurélien
d'Aragon, qui est plus qu'une histoire d'amour, quoi, qui est l'histoire d'un amour impossible ou peut-être l'histoire d'un fantasme impossible. En tout cas, Aurélien d'Aragon, un magnifique roman. Et sinon, moi, je vous conseille les poèmes de la Résistance d'Aragon, euh, qui sont des poèmes qui ont été, enfin, qui ont été écrits pour être appris par cœur beaucoup, euh, parce que à cette époque-là, Aragon, poète communiste, résistant, c'était compliqué, hein, il fallait pas se retrouver avec un poème d'Aragon dans sa poche. Et donc, les poèmes de résistance d'Aragon ont été faits pour être appris par cœur. Ils sont d'une musicalité redoutable et magnifique. Euh, voilà, c'était mon conseil du soir, hein, moi. Vous savez, les poèmes d'Aragon, c'est quand même très très beau. Voilà pour pour ce clic à la maison. Honnêtement, je suis très très content du live qu'on vient de passer. On a papoté avec Mesmer. On a parlé d'hypnose, de ces spectacles, et puis du lien entre l'hypnose et la communication, hein. C'était quand même un sujet crucial. On a papoté avec Samuel Hayat, chargé de recherche CNRS, politologue, avec qui on a parlé de la question démocratique. Sommes-nous en démocratie? Et on a vu que c'était une question plus compliquée qu'il n'y paraît. Et puis évidemment, nos fils rouges, Coach Joe, qui nous a expliqué comment renforcer notre sangle abdominale, et Oxmo avec son poème d'Aragon. La suite, les amis, c'est dès demain. On vous donne rendez-vous sur cette page, hein, sur le compte de Click TV. C'est pas moi qui prendrai l'antenne, c'est Soulo. Demain, vous retrouverez Soulo pour une soirée spéciale autour des humoristes. Voilà, vous verrez Soulo qui passera checker tous les compères, tous les amis et toutes les copines humoristes, voir comment ils vont, comment ils vivent le confinement. Et puis nous, on se retrouve vendredi. Vendredi, je vous dis rien, mais vendredi, on continue de réfléchir ensemble à la période actuelle, à ce qu'elle implique. On va essayer de parler un peu d'économie. C'est quand même une grande question, hein, c'est-à-dire que là, tout le monde voit bien qu'après la crise sociale, si vous voulez, ça n'est pas un doute, c'est une certitude. On va être frappé par une crise économique. Et donc la question, c'est que peut-on faire pour s'y préparer, pour y résister? Quelles sont les différentes options? Et donc on parlera de tout ça avec un économiste que je vous présenterai vendredi. Et puis on retrouvera normalement, en tout cas je l'espère, on devrait retrouver Manon Bril. Manon qui a rejoint récemment, juste avant le confinement, hein, qui a rejoint l'équipe de Click pour une émission sur Canal+. Et puis elle en avait refait une pour parler un peu de Star Wars et de Mandalorian. Et ben on parlera avec Manon normalement vendredi. En tout cas, j'espère. On parlera un peu de la guerre. C'était la guerre, nous a dit Emmanuel Macron. Et elle qui est historienne, qu'est-ce qu'elle a à en dire? Eh bien, écoutez, on verra. Ça, ce sera avec moi vendredi. Dès demain, c'est sous l'eau avec tous les humoristes, tous les copains, toutes les copines. C'est 21h, hein, clique à la maison, 21h. Et puis voilà. Et puis nous aurons passé une nouvelle semaine ensemble. Je vous embrasse tous. Je pense très fort, évidemment, à tous les gens qui sont mobilisés, qui sont en première ligne, qui continuent de bosser, qui sont dehors, grâce à qui notre pays tourne. On embrasse très fort Mouloud. Encore une fois, Mouloud, Mouloud, il va très bien. Il bosse comme un fou sur Click et on le retrouve très vite. On le retrouve tous ensemble. Encore une fois, on vous prépare des chouettes choses. Donc, restez dans le coin. Demain, c'est sous l'eau. Moi, c'est vendredi. Et puis ensuite, eh bien, écoutez, nous verrons. Advienne que pourra. Je vous embrasse tous très fort. Je pense à vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.